Salut à tous, c'est Maxime de la chaîne Bourse Solutions, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la société Mittler Toledo International. Alors symbole MTD, donc c'est une société qui s'échange actuellement aux alentours un peu plus de 1000 $, et 1000 $100. Alors que vous soyez débutant ou expérimenté, cette vidéo elle est faite pour vous. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment passer point par point les différentes métriques que nous analysons pour savoir si oui ou non la société est bien gérée ou non. Et ensuite, donc la chose qui vous intéresse probablement le plus, c'est de savoir à quel prix on devrait acheter cette action si l'on souhaite un rendement qui dépasse l'indice de référence qui est le S&P 500. Alors c'est parti. Donc c'est une société qui a pour capitalisation boursière 24 milliards de dollars. Alors ce qu'on va faire, c'est la comparer en fait à son entreprise value qui est juste ici. Et on va regarder en fait la différence vraiment entre ces deux chiffres. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a une différence de 3 milliards 4 à peu près. 3 milliards 4. Donc ce qui indique quoi? Ça indique tout simplement que si l'entreprise value est supérieure à la capitalisation boursière, alors ça veut dire que l'entreprise est endettée. Maintenant, elle est endettée, ok, pourquoi pas, mais est-ce que cette dette est relativement soutenable? Et donc ce qui va être important de regarder en fait, ça va être ce delta de 2 milliards 4 comparé au free cash flow qu'elle a réalisé au cours des 5 dernières années. Donc qui est, je ne le vois plus, voilà, juste ici. Et donc comme on peut le voir, au cours des 5 dernières années, son free cash flow était d'environ 662 millions. Donc comparer ça aux 3 milliards 4, et bien en fait l'entreprise, elle peut rembourser sa dette totale en fait en à peu près 5 années. Donc ce qui est très faible. Donc c'est un très bon point pour cette dernière. Au niveau de ces indicateurs de rentabilité, donc l'indicateur que nous regardons le plus, ça va être vraiment le ROIC, donc le retour sur les capitaux investis, donc qui représente le retour sur les capitaux propres ainsi que le retour réalisé en fonction de l'argent qui a été investi à travers la dette. Et donc comme on peut le voir ici, le retour sur les capitaux investis donc a augmenté déjà cette année par rapport à sa moyenne sur 5 ans, très bon point, et qui est en plus de 40 et 50%. C'est tout simplement excellent. Ça veut juste dire que pour chaque euro investi, et bien par exemple cette année-là, l'entreprise a récupéré 53 centimes. C'est énorme. Nous, ce qu'on va souhaiter, c'est un ROIC supérieur à 12%. Ce qu'on va regarder aussi, du coup, c'est son retour sur ses capitaux propres et son retour sur ses actifs, où on veut que ces deux métriques soient eux aussi supérieurs à 12%. Donc le retour sur ses actifs ici, ok, on peut cocher cette case, 19,5%, c'est très bien. Et on peut voir ici que le retour sur ses capitaux investis, par contre, sur ses capitaux propres, pardon, est quant à lui négatif de 2000%. Alors, je ne sais pas si c'est le calcul qui est mauvais, parce que ça me paraît étrange en fait d'avoir un retour sur capitaux propres négatif, alors que son retour sur ses capitaux investis total, là, qui est juste ici, est quant à lui positif et de 40%. Si le calcul est bon, ça veut tout simplement dire que l'entreprise avait très peu de capitaux à investir et que la plupart de ses investissements ont été réalisés à travers de la dette. Et qu'elle gère très bien ses investissements pour avoir des très bons retours sur l'argent investi. Dans tous les cas, entre guillemets, cette métrique n'est pas très grave. Moi, celle que je vais regarder principalement, ça va être vraiment celle-ci, supérieure à 12%. On est largement supérieur à ces 12%, donc très bon point pour l'entreprise. Donc comme on a pu le voir ici, du coup, un free cash flow de 660 millions de dollars. L'entreprise ne verse pour l'instant toujours pas de dividendes. Et ce free cash flow a été augmenté cette année comparé à sa moyenne sur les 5 dernières années. Donc très bon point. Ce qui est important de regarder aussi, c'est sa marge brute ici qui est quasiment de 60%. Et ce qu'on va surtout regarder, c'est en fait sa marge nette qui est juste au-dessus. Qui elle aussi du coup a augmenté cette année par rapport à la moyenne de ces 5 dernières années et qui est en plus de 20%. Donc c'est tout simplement excellent. Nous ce qu'on va rechercher, c'est nos entreprises avec une marge nette supérieure à 10%.
Donc là, encore une fois, très bon point pour l'entreprise. Alors, maintenant, on va donc regarder un peu plus en détail ce qui se passe. Donc, au niveau de son chiffre d'affaires, donc comme on peut le voir ici, le chiffre d'affaires de la société a été augmenté au cours de ces 5 dernières années. Donc, très bon point. Donc, ce qui est important, c'est vraiment que l'entreprise vende de plus en plus ses services ou ses produits, ou que le prix de ceux-ci soit de plus en plus cher afin de croître son chiffre d'affaires. Donc là, très bon point pour la société. Maintenant, le chiffre d'affaires augmente, c'est très bien, mais on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau de son résultat net. Donc comme on peut le voir ici, le résultat net est lui aussi en croissance au cours de ces 5 dernières années. Encore une fois, un nouveau bon point. C'est très bien. Maintenant, au niveau du bénéfice par action, donc on veut que lui aussi soit croissant d'année en année. Donc comme on peut le voir ici, il a commencé en 2019 à quasiment 22 $ par action pour finir cette année à 40 $. Donc là quasiment une multiplication par 2, donc ce qui est tout à fait exceptionnel. C'est très bien. Et maintenant, ce que l'on va regarder, une métrique qui est peu regardée vis-à-vis des investisseurs, ça va être le nombre d'actifs en circulation. Alors, pourquoi cette métrique est très importante? On va dire que la société est divisée en 10 actions. Si vous possédez une action, vous possédez donc 1/10 de la société. Et donc, vous allez pouvoir gagner 10% des bénéfices de celle-ci. Si maintenant, l'entreprise décide d'émettre 10 nouvelles actions, et bien du coup, vous êtes toujours vous propriétaire d'une seule action, mais maintenant l'entreprise a non plus 10 actions en circulation, mais 20 actions en circulation. Du coup, vous n'êtes plus propriétaire à 10% de l'entreprise, mais uniquement à 5%. Donc, vous avez une part moins importante du gâteau. A l'inverse, si l'entreprise rachète ses actions, si au lieu qu'il y en ait 10, il n'y en a plus que 5, et bien dans ce cas-là, vous possédez toujours une action, mais propriétaire d'un 5e de l'entreprise. Donc ce qui représente 20%. Et donc au lieu d'avoir vos 10% de profit, vous êtes maintenant à 20%. Donc c'est pour cette raison que l'on souhaite que cette métrique soit constante dans le temps ou qu'elle diminue. Donc comme on peut le voir ici, en 2019, il y avait 24,7 millions d'actifs en circulation, et cette année en 2023, nous sommes à 21,9 millions. Donc il y a eu quasiment 3 millions d'actifs en moins. Donc très bon point pour l'entreprise. Encore une case de valide. Maintenant, on va regarder au niveau de son free cash flow, donc qui est une autre métrique la plus importante, bien plus importante que le résultat net, parce que le free cash flow, c'est vraiment le sang de l'entreprise, c'est vraiment l'argent qui rentre et qui sort. Donc c'est vraiment ce qui va lui rester à la fin. Et donc, pourquoi cette métrique est très importante? Parce qu'en fait, avec le free cash flow, vous allez pouvoir réaliser 5 choses. Vous allez pouvoir distribuer des dividendes. Vous allez pouvoir rembourser vos dettes. Vous allez pouvoir réinvestir cet argent dans votre entreprise. Vous allez pouvoir acquérir de nouvelles sociétés, ou vous allez pouvoir racheter vos propres actions. Donc ce qu'on veut, c'est que le free cash flow déjà soit positif et qu'il soit en croissance d'année en année. Donc en 2019, celui-ci s'élevait à 448 millions pour finir ici en 2023 à 858 millions. Donc encore une fois, une augmentation du free cash flow, ce qui est une bonne chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, on a la moyenne du free cash flow sur les 5 dernières années, qui est d'environ 662 millions. Et on veut voir si, avec ce free cash flow moyen, l'entreprise peut rembourser sa dette en très peu de temps, sa dette long terme. Et donc, ce qu'on souhaite, en fait, c'est que sa dette long terme puisse être remboursée en moins de 5 années de free cash flow moyen. Donc, du coup, on va prendre ce chiffre 662 millions et qu'on va multiplier par 5. Et donc j'ai fait le calcul, ça nous donne ici 3,31 milliards. Donc ce que l'on souhaite, c'est que la dette long terme de l'entreprise soit inférieure à 3,31 milliards. Donc on va aller ici dans son bilan comptable, voilà. On va aller non pas ici dans les actifs, mais on va aller trouver les passifs de l'entreprise, voilà, qui sont ici, liabilities, et au sein de ces passifs, on va aller voir la dette long terme. Total Long Term Liabilities.
Et au dernier bilan comptable, celle-ci s'élevait à 2 milliards 45. Donc, bien inférieure à nos 3 milliards 31. Donc, la dette long terme de l'entreprise est tout à fait gérable et peut être payée en quelques années. Si je dis pas de bêtises, 24, en moins de 4 ans. Hop là, donc très bon point. Donc, comme on peut le voir, en fait, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, l'entreprise coche toutes nos métriques, excepté le retour sur ses capitaux propres, là, le ROE qui était négatif, mais qui au final pas si important que ça quand on voit le ROIC qui est de 40 ou 50%. Donc maintenant, on va aller jeter un rapide coup d'œil à ce qu'en pensent les analystes. Donc, hop, voilà. Donc, au cours des 1, 2, 3, 4 prochaines années, on peut voir une augmentation du bénéfice par action, passant de 41 $ par action à quasiment 70 $ par action. Donc c'est une augmentation supérieure à 50%, ce qui est en fait excellent. Ce qui est excellent, c'est une augmentation de 75% même. Donc très bon point pour l'entreprise. Maintenant, on va voir comment va se comporter lui le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, à mon avis, il ne va pas augmenter de 75%, non, beaucoup moins, voilà. On est plus à des alentours ici, des augmentations annuelles aux alentours des... Allez, on doit être autour de 4... ouais, entre 4 et 5%. Donc par rapport à ça, en fait, on va essayer de s'approcher le plus des estimations des analystes pour essayer de prédire un prix d'achat idéal pour pouvoir acheter notre entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ici? Donc on a dit entre 4 et 5% d'augmentation du chiffre d'affaires. Donc voilà, juste avant, voilà, je tiens à préciser qu'on réalise ici des estimations, nous, sur 10 années. Maintenant, les analystes s'attendent à une augmentation entre 4 et 5% par an du chiffre d'affaires. Sauf que généralement, en fait, les analystes, ils ont tendance à être un peu trop optimistes. Donc c'est pour cette raison que entre 4 et 5%, là je vais mettre 4,5, on va couper la part en deux, je vais les mettre dans les estimations ici les plus hautes. Hop. Ah, voilà. Les plus hautes juste ici. Aïe. Pour les estimations moyennes et basses, eh ben, on va mettre une croissance un peu plus faible. On va mettre ici 2,5 et 3,5% par an. Maintenant, au niveau des marges nettes. Donc, comme on peut le voir ici, les marges nettes, eh ben, elles sont en augmentation d'année en année, avec une moyenne sur 5 ans autour de 20%. Donc on va partir du postulat que, allez, pour les estimations les plus faibles, peut-être que la marge va un peu baisser. On va se mettre à 18. Pour les estimations moyennes, on va reprendre la moyenne au cours des 5 dernières années. Et pour les estimations hautes, celle qu'elle a réussi à réaliser cette année. Voilà. Maintenant, pour les marges sur le free cash flow. Eh ben, on peut le voir ici, qu'elles sont un tout petit peu plus basses que celles pour les marges nettes. Donc dans ce cas-là, on va mettre ici, hop, on va mettre ici donc des marges un petit peu plus faibles, donc de 17%, 19, comme cette moyenne sur 5 ans, et 21. Ensuite, il va falloir donner un PER et un PCF qu'on pense où l'entreprise s'échangera dans 10 ans. Donc, la moyenne, on va dire, du PER ou PCF, du PER, du S&P 500 est aux alentours des 15. Donc, ça, c'est cette moyenne. Ensuite, on va pouvoir l'ajuster en fonction principalement de 2 critères. Le premier critère, c'est une croissance importante du chiffre d'affaires. Donc là, on peut le voir ici, qu'une croissance de entre 3 et 5%, c'est pas si ouf que ça. Donc, l'entreprise, juste avec la croissance, ne mérite pas un PER forcément plus élevé que les 15. Mais la deuxième métrique qui va permettre d'augmenter ce PER, ça va être un ROIC important. Et là, pour le coup, comme on peut le voir ici, le ROIC est en croissance d'année en année, et il est surtout de 30, 40, 50, ce qui est exceptionnel. Donc dans ce cas-là, moi j'estime que l'entreprise mérite un PER de 16 au minimum pour les estimations basses, de 18 pour les estimations moyennes et de 20 pour les estimations les plus hautes. Pour le PCF, on va mettre exactement les mêmes chiffres.
Parce qu'à terme, en fait, les marges nettes et les marges sur free cash flow sont censées être les mêmes sur du long terme. Donc c'est pour cette raison que je mets des PER et PCF à ces niveaux. Et maintenant, quel rendement on souhaite réaliser? Il faut savoir que si vous investissez en fait sur un indice tel que le S&P 500, eh ben, son rendement annualisé est d'environ 9 à 10%. Sauf que là, on essaye de réaliser du stock picking, donc de choisir nous-mêmes nos actions. Donc clairement, on va demander un rendement supérieur à 9 ou 10%, parce que sinon, ça ne sert à rien de s'embêter à aller chercher une action qui est plus risquée pour avoir le même rendement qu'un indice où là, il y a beaucoup moins de risques. Moi, je pars toujours du principe que je souhaite, moi personnellement, un rendement minimum de 12%. Donc on va mettre 12 pour les estimations plus basses, 13,5 pour les estimations moyennes et 15% pour les estimations hautes. À partir de cela, maintenant on va pouvoir analyser tout ça. Et là, la calculatrice va nous sortir 6 chiffres. 3 en fonction du résultat net et 3 en fonction des marges sur le free cash flow. En fonction du free cash flow. Et qu'est-ce qu'elle nous indique? Alors, la calculatrice nous indique tout simplement que si vous pensez que l'entreprise réalisera 3,5% de croissance du chiffre d'affaires annuel, avec des marges nettes de 20% ou des marges sur le free cash flow de 19%, en estimant un PER et un PCF de 18 dans 10 ans, et que vous souhaitez réaliser un rendement de 13,5% tous les ans, alors dans ce cas-là, il faudrait acheter l'entreprise entre 442 et 465 dollars pour réaliser ce rendement de 13,5%. Donc comme on peut le voir ici, l'entreprise s'échange actuellement à 1100 dollars. Donc clairement, l'entreprise est surévaluée, de mon point de vue. Maintenant, qu'est-ce que nous indiquent en fait les trois rendements qui sont en dessous là? Hop, je vous les effacer, ceux-ci. Et bien ça nous indique tout simplement que si les estimations, donc on va prendre le 4,39%, donc si les estimations hautes se réalisent, donc 4,5% de croissance du chiffre d'affaires, des marges nettes de 22%, des marges au free cash flow de 21%, un PER et PCF dans 10 ans de 20, et que vous achetez l'entreprise à son prix actuel, donc si vous l'achetez aujourd'hui, et bien dans ce cas-là, dans 10 ans, vous aurez réalisé un rendement annualisé de 4,39%. Donc clairement, vous êtes même quasiment divisé par 2 par rapport au S&P 500. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? De ce qu'on a pu voir avec les différentes métriques qu'on a pu analyser, l'entreprise Mittler Toledo semble être une très bonne société. En revanche, elle est à mes yeux trop chère actuellement pour pouvoir réaliser des rendements convenables. Donc tout simplement, moi, qu'est-ce que je vais faire? Et bien cette société, je vais la garder dans un coin de ma tête, plutôt dans un coin de ce logiciel. Et j'ai mis aussi une alerte de prix à 442 dollars. Et donc quand ce prix sera atteint, et ben je pourrai rentrer en position et commencer à acheter des actions. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce type de vidéo. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. C'est très important, il n'y a pas de questions bêtes. Donc voilà, c'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!